Bonjour à tous, c'est Megouin. Lisa Dufaux. Et Valentin Floquet pour ce nouvel épisode dont on en parle à Taïwan. Merci à tous de nous rejoindre sur Radio Taïwan International. Est-ce que vous êtes prêtes à parler un petit peu de ce sujet bouillant de l'actualité à Taïwan ? Alors je ne sais pas si c'est actualité brûlante, mais pas pour moi en tout cas. Mais c'est ce qui intéresse les Taïwanais. Voilà. C'est pas pour toi. Alors on verra ce qu'on va parler. Alors de mon côté, je vais vous parler de l'observation des baleines et des dauphins à Taïwan avec une particularité observée cette année. Oh, d'accord, intéressant. De mon côté, je vais vous parler d'une affaire de divorce. Toujours dans les, dans un petit peu dans le people, les news un petit peu des influenceurs. Et là, c'est notamment un Canadien qui vient de quitter Taïwan après une longue histoire, on va dire. Par rapport en lien avec sa femme et une procédure de divorce personnellement, pourvu que ce divorce se termine. Voilà. Franchement, ça occupe trop les actualités des Taïwanais en tout cas. Voilà. Et toi ? Et moi, j'ai une petite devinette pour vous. Ah, d'accord. Alors, donc, c'est un sujet à devinette. Voilà. Alors, quelle est la viande la plus consommée à Taïwan ? C'est le cochon ou le poulet en fait ? Ouais, les le deux. porc. Le porc. Voilà. Et à part manger, qu'est-ce que les Taïwanais aiment particulièrement faire ? Faire à manger. Faire la queue pour aller manger. À part manger. Faire la queue pour aller manger. Non, Faire à manger, non. Qu'est-ce que les Taïwanais aiment faire ? Les Taïwanais aller au KTV. Ah, tu veux dire par exemple pour la fête de la lune, les Taïwanais font le barbecue ? Non. Les Taïwanais, qu'est-ce qu'on aime bien faire ? Voyager ? Non. Regarder la télé. Suivre des actualités du people. Et non, la réponse était passer des examens. Ils aiment... ouais. Je ne dirais pas que les Taïwanais aiment faire ça, mais... Ils en font beaucoup. Ouais. En tout cas, ils aiment bien en organiser. Oui. Ça, c'est vrai quand même. Oui. Voilà, donc en fait, je voulais vous parler d'un article publié par l'agence de presse CNA, selon lequel un examen de rôtissage de cochon a eu lieu à Nantou, sur un parking dans le centre de Taïwan. Donc, il s'agit d'un examen tout à fait sérieux. C'est un examen organisé par le Bureau des peuples autochtones du comté de Nantou et il y a 37 élèves qui ont participé. Qu'est-ce que ça donne à l'issue de l'examen ? Ça donne un certificat. Pour faire le rôtissage des... Tout à fait. Donc, par exemple, si des gens veulent apprendre, se former et ensuite se lancer dans une activité professionnelle pour... vendre du cochon rôti ou enfin du barbecue, des choses comme ça. Je me demande comme c'est assez populaire dans les zones autochtones je notamment. me demande depuis des milliers d'années comment on fait les autochtones en fait sans passer des examens. C'est sûr que alors c'est peut-être dû au fait qu'avant il y avait beaucoup plus de transmission vu que c'était quelque chose qui se faisait vraiment dans toutes les familles. Voilà, rôtir, tout le monde savait faire, mais maintenant il y a moins ce savoir-faire donc et il y a aussi la culture Han qui aime beaucoup les examens qui est là à Taïwan, donc sans doute que ces deux facteurs font que voilà maintenant il y a des examens pour apprendre, pour certifier qu'on sait bien rôtir un cochon. Bientôt, il y aura de certificats pour au barbecue, en fait. Voilà, c'est un peu similaire, hein, mais... Bref. Donc, ces 37 élèves avaient suivi une série de cours sur le rôtissage du cochon. Donc, ils ont dû montrer qu'ils maîtrisaient certaines compétences et qu'ils connaissaient certaines choses. Donc, par exemple, il y a la technique liée au bois. Quel type de bois choisir, comment le sélectionner, quel type de bois va donner quel type de goût à la viande. Il y a aussi la préparation du cochon, la cuisson et aussi les assaisonnements. Donc tout ça rentrait dans l'examen. Donc ça et dans le cours. Ça commence pas par l'abattage d'un cochon, par exemple, non. Alors non, c'est pas mentionné. Ok, heureusement. Donc l'article indique aussi qu'il y avait un vendeur qui avait participé à cet événement, donc sans doute du côté du jury ou pour aider. Et selon lui, le fait de passer un examen pour le rôtissage du cochon et d'obtenir un diplôme, c'est donner un gage de sérieux aux personnes qui vont faire ça ensuite comme activité professionnelle. Et ça peut donner confiance aux consommateurs par rapport au fait que voilà, le vendeur il est bien au courant des règles d'hygiène, des règles de conservation de la viande. Et sans doute que ça peut attirer les clients. Donc c'est plus
un coup promotionnel commercial aussi, en fait, pour Oui, dire je pense que des commerçants peuvent avoir ce genre de certificat. Est-ce qu'il y a des institutions qui demandent ce certificat quelque part Non. Non. C'est vraiment... je pense que c'est encore au stade embryonnaire pour l'instant. Peut-être qu'un jour, tous les gens qui vendent du cochon rôti à Taïwan devront avoir ce certificat, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Du coup, c'est aussi avec une particularité des autochtones, en fait, le rôtissage. Oui, tout à fait. Donc, le bureau a aussi indiqué qu'il y avait plusieurs critères de notation. Alors, vous pouvez peut-être essayer de deviner les critères. La saveur, déjà, je pense. Ouais. La texture de la chair. Oui, tout à fait. Si la viande est tendre ou pas. Oui. Ouais. L'hygiène. La couleur de la viande, peut-être. Tout à fait. La fraîcheur des cochons aussi. Les techniques d'attache pour attacher le cochon à la broche. Très sexy. Voilà. Ok. Désolée pour les végétariens. La couleur, vous l'avez dit, très bien. Il y a aussi le croquant de la peau. Oui, ça c'est le plus important, en fait. Ouais. Et aussi l'assaisonnement. Et enfin, il faut que la viande soit pas trop maturée. C'est-à-dire qu'elle n'ait pas un goût de gibier, quoi. Un goût qui devienne... C'est quand la viande, tu la laisses pendant longtemps. Donc c'est elle prend un goût plus fort, en fait. D'accord. Ok. Et donc il y a certaines personnes qui aiment ça. J'ai l'impression que c'est un peu, c'est en train de devenir un peu tendance en France. Dans le bœuf, oui, pas trop dans le porc, non. Non, pas trop dans le porc justement, mais bon, en tout cas. D'accord. Ça rentre dans les critères. Ils veulent pas que la viande ait un goût maturé. Et donc l'agence de presse avait aussi interviewé un des examinateurs qui avait expliqué que le type de bois utilisé avait aussi un impact sur les arômes de la viande, mais finalement, pendant l'examen, c'est le bois de l'arbre de litchi et de l'arbre du longan. D'accord. Les arbres fruitiers des longan et les litchis qui ont été choisis. Du miel, en fait. Voilà, qui ont été choisis donc pour le bois, pour que tous les candidats partent avec un pied d'égalité. Voilà. Ensuite, il y avait aussi... c'est intéressant, ils expliquaient qu'il y avait une poudre secrète pour l'assaisonnement et que chaque cuisinier, chaque famille avait sa propre recette de poudre secrète, mais du coup, c'est pas du tout mentionné quels ingrédients. Ça aurait été bien qu'ils indiquent peut-être quelques épices de base, mais on n'en sait vraiment rien. Voilà. Et on apprend aussi en lisant cet article que apparemment les cochons qui pèsent plus de 70 kg ont tendance à avoir plus de graisse, ce qui garantit que la viande soit plus tendre et plus juteuse après le rôtissage. Donc c'est mieux d'avoir un cochon plus gras. Assez gros en fait. Ouais, plus grand, plus gras. Et donc cette étape de cuisson, elle peut durer entre 3 et 4 heures, mais ça peut aussi varier avec différents facteurs, donc le type de cochon et aussi le sens du vent apparemment. C'est technique. Oui, tout à fait. Et voilà, donc le comté de Nan Tho promeut cette activité depuis 2020 et essaie d'en faire un élément pour promouvoir la culture autochtone et aussi sans doute l'économie locale. Parce que le barbecue, c'est quand même... une culture importante à Taïwan et surtout notamment pour les autochtones. Pour les autochtones, oui, c'est pour les fêtes traditionnelles ou les grandes fêtes, il y a toujours un cochon rôti en fait. Souvent, quand on va dans les villages autochtones, on voit quelqu'un sur le bord de la route qui fait du cochon rôti. Du cochon au barbecue plutôt. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc à la fin de l'examen, les participants ont pu obtenir leur certificat et ils sont très contents. Et puis s'ils veulent tous les 37 ont réussi. Oui. Et puis s'ils veulent obtenir, ouvrir un commerce, sans doute que ils mettront fièrement ce certificat sur le stand. C'est pas uniquement au commerce, par exemple, si pour les grandes fêtes, des fois comme des foires, par exemple, je pense aux différentes activités qui sont organisées en plein air. Oui. Du coup, ils peuvent avoir leur propre stand et vendre des cochons, en fait. Oui. On voit souvent des marchands de kebab, par exemple. Bien sûr, c'est pas du cochon, mais là, on peut les voir partout, que ce soit dans les marchés de nuit ou dans d'autres activités commerciales, en fait. C'est vrai que dans les fêtes spéciales, il y a toujours ce qu'on appelle le barbecue autochtone, avec la grande palette, là, le grand grillage rond,
qui font tourner comme ça autour du feu. Ouais. D'un bidon, soit un bidon d'huile réutilisé ou quelque chose. Et les saucisses aussi. Voilà, saucisses. Il y a aussi des grosses tranches de lard, ce genre de choses. Ouais. Là, par contre, il y a vraiment du porc. C'est tout un savoir-faire, je pense, de la culture aborigène, tout à fait. Et les épices sont en effet bien particulières à chaque fois. Les assaisonnements sont très différents. Je me demande, enfin j'ai jamais goûté en fait, comme je suis devenue végétarienne, j'aurais jamais eu l'occasion, mais je me demande si c'est vraiment très différent d'autres types de rôtissage, d'autres épices. Peut-être est-ce qu'on utilise toujours la sauce de soja, ce genre de choses. Je me demande s'il n'y a pas des choses qui sont communes dans les deux cultures en fait. Le rôtissage. Je sais pas du tout, je suis pas du tout spécialisée. Je suis plus méchoui, les agneaux ou les moutons. D'accord. Ça, c'est plus courant en France en tout cas. C'est difficile d'avoir à Taïwan par contre. Mais personnellement, pour en avoir déjà mangé lors de fêtes, j'aime beaucoup les assaisonnements proposés, en tout cas quand c'est du barbecue autochtone. D'accord. Parce que y a souvent des herbes, des choses comme ça qu'on. Mais c'est épicé. C'est pas épicé en fait. Il y a souvent un peu de poivre avec, mais pas forcément très épicé. Certains vont mettre du magao, mais c'est même pas forcément obligatoire. Ça dépend vraiment ça vraiment dépend de la personne qui est là, vraiment. Oui. Ça, c'est vraiment. J'avais retrouvé ça aussi au festival des lanternes. Qu'il y avait eu au Nouveau Taipei. Ils avaient aussi un marché de nuit avec toujours ce principe de barbecue autochtone, et c'était pas du tout le même goût de ce que j'avais trouvé par exemple à Ilan quand j'avais été à la fête des poteaux, ou ce genre de choses. C'est vraiment différent. Non, c'est vraiment comme Lisa disait en fait, chacun son propre secret en fait. Voilà, et c'est vraiment au goût de la personne. Et c'est ça qui est intéressant, moi je trouve. Heureusement en fait. Voilà, c'était donc le premier sujet. Et maintenant, je vais parler ça reste dans l'animal, même si on les mange pas. Oui. Quoique. Oh, pitié. Quoique au Japon, ça se fait encore. En fait, c'est l'association Formosa de Hualien qui avait publié récemment un rapport à l'issue d'une sortie en mer pour observation de baleines. Et là, c'était réalisé à la fin du mois de mai et ils ont observé 9 cachalots de taille assez grande, dont 2 ont dépassé les 16 mètres, donc plus long encore qu'un bateau. Et les chercheurs étaient surpris de voir ces cachalots qui arrivent déjà au mois de mai, parce que d'après les observations régulières, en général, ces baleines arrivent dans le Pacifique vers juin et juillet, donc lorsqu'il fait plus chaud. Et du coup, ils se demandent si c'est lié au changement climatique avec le réchauffement des eaux de la mer, ou alors c'est lié. Ils se demandent si c'était aussi lié au séisme, le grand séisme qui était arrivé à Taïwan. En tout cas, les cachalots passent en général dans le ouest du Pacifique en été à Taïwan pour chasser leur aliments, on pourrait dire, comme les sèches ou les calmars. Voilà. Et en général, ils peuvent vivre jusqu'à 80 ans. Et donc, à Taïwan, il y a notamment un écrivain spécialisé dans la littérature océanique, en fait, on pourrait dire, Liao Hongji, qui est aussi un prof. Et il a fondé donc cette association Formosa et qui, depuis quelques années, mène des sorties, des études, des sorties en mer pour observer des espèces de baleines et de dauphins qui peuvent passer dans les eaux proches de Taïwan. Et donc, certains cachalots sont connus de ces chercheurs, c'est-à-dire parce qu'ils arrivent à les distinguer en fonction de leur forme ou leur blessure ou leurs différentes des bosses, en fait, on pourrait dire au niveau de la queue, en fait. On dit une queue pour... Et du coup, il y en a qui sont très différents des uns et d'autres. Et certains, ils les connaissent depuis 9 ans, en fait. Donc, il y en a un petit qui arrive tous les ans. En fait, Taïwan avait commencé à mener des observations des baleines et des dauphins
depuis 1997. Et dans un premier temps, les navires étaient autorisés à faire des circulations uniquement à 5000 nautiques, c'est-à-dire à peu près 1 kilomètre. Ce qui fait que dans ce genre de situation, c'était notamment des dauphins qui étaient observés. Il y avait des grands dauphins, des dauphins pilotes. Mais depuis 2018, les navires ont commencé à sortir plus en mer, jusqu'à 12 000 nautiques, donc à 22 km des côtes, ce qui permet donc d'observer des baleines de différentes espèces qui passent donc notamment dans le Pacifique à Taïwan. Et selon cette association, les cachalots sont réguliers à Taïwan. Entre 2021 et 2022, comment on pourrait dire, donc les cachalots représentaient de 3% jusqu'à de 6% des espèces de dauphins observées, en fait, dauphins et baleines observées. Okay. Et du coup, maintenant, ils mènent un projet cachalot, ça s'appelle un projet PAI, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle le projet PAI, le sigle mathématique, et pour conduire donc régulièrement, chaque année, 3 saisons, à raison de 60 heures par saison, afin de constituer une base de données qui doivent servir pour la recherche. Voilà. Et donc, le petit cachalot dont on vous parle s'appelle Xiaoxiang. Il est surnommé, enfin, les chercheurs ont l'habitude de les nommer maintenant à chaque fois qu'ils les voient. Et ce projet est ouvert également au public qui souhaite aller observer ces baleines et dauphins. Parce qu'en général, pour les voyages plus touristiques, on le fait effectuer près des îles, l'île de Tortue à Ilan. Et à chaque fois, c'est une sortie d'1 heure ou 1 heure et demie environ. Mais là, comme c'est un projet qui est associé à la recherche en même temps, du coup, chaque sortie en mer dure 5 heures. Et c'est à raison de... Il faut payer, c'est $2500 taïwanais, je ne sais pas combien ça... 80... À peu près 70-80 euros. Oui, donc c'est pas excessif parce que ça soutient aussi la recherche qui est à côté. Donc c'est ouvert à tous les publics qui s'intéressent à ces animaux, à connaître davantage, à regarder comment les chercheurs travaillent, comment ils les observent. Oui. Du coup, chaque année, vers donc l'été, depuis le mois de mai jusqu'à août, il y a des sorties qui sont organisées et toutes les personnes qui souhaitent suivre ces chercheurs peuvent s'inscrire et sortir en mer. Après, c'est 5 heures en mer avec le gros soleil aussi. Oui. Donc, il ne faut pas avoir le mal de mer. Mais, oui, ça c'est sûr. Mais ça reste intéressant en fait. Donc le projet PAI utilise même comment on appelle ça, ils enregistrent sonore en fait sous l'eau. Donc il y a l'enregistrement sonore sous l'eau, l'enregistrement vidéo, ils utilisent le système GPS aussi pour suivre la situation des différents baleines et dauphins. Voilà. J'avais le souvenir qu'il y avait quelque chose un peu dans le genre à Taidong aussi, mais c'était plus touristique. Oui, la plupart du temps, c'est touristique. Là, c'est vraiment l'objectif recherche. Je me souviens qu'il commence la saison plus ou moins, pareil, en mai-juin, et c'est quelque chose d'assez éphémère, ça dure 2-3 mois. Oui. Et c'est tout le temps réservé des mois à l'avance, donc c'est très dur à obtenir. C'est bien qu'il y ait une autre possibilité un peu différente. Oui. Parce que là, c'est pas du tout les mêmes tarifs. Je me souviens, c'était moins de $1000 taïwanais. C'est sûr, parce que c'est des sorties touristiques et c'est plus court, en fait. Mais là, comme c'est des sorties plus longues, c'est un investissement, un coût de revient différent. Et au moins, aussi. Là, comme c'est des scientifiques, tu es sûr que les bateaux ne vont pas trop aller s'approcher pour faire plaisir aux touristes. Tout à fait. Et du coup, on espère qu'à l'avenir, des données récoltées par ces chercheurs peuvent servir pour d'autres recherches à l'avenir, en fait. Est-ce qu'ils ont communiqué sur le nombre de personnes qui peuvent venir sur chaque sortie ? Je sais pas. Ils disent que c'est minimum 15 personnes à bord. Et après, le nombre maximum, je ne sais pas en fait. Okay, minimum 15, ok, c'est déjà pas mal de monde. Ouais. Et les observations donnent la plupart du temps, c'est des dauphins qui sont observés. Donc, il y a des dauphins à long bec. Il y a aussi, des dauphins à long bec, c'est très facile à reconnaître parce que lorsqu'ils font des sauts, ils tournent sur eux en fait. Wow. Donc ça, c'est le dauphin le plus souvent qu'on voit tout au long de la côte est de Taïwan. Et il y a aussi le dauphin qui s'appelle le dauphin de Bornéo, qui sont aussi très facilement observable en fait dans l'est de Taïwan. Ça a l'air super, hein.
Ça donne envie. Ça donne envie. Moi aussi, personnellement, j'ai vraiment envie d'y aller. On peut pas aller faire un reportage vidéo là-bas? Sous l'eau, peut-être. Enregistrement sonore. Ouais. En tout cas, il disait que pour la sortie fin mai, les 9 cachalots sont restés jusqu'à 3 minutes autour du bateau, en fait. C'était une manière de... Dire bonjour. Je sais pas. De saluer. Signe d'amitié. Ok. Voilà. L'amitié des cétacés au large Du Pacifique. Du Pacifique Oui. au large de l'est de Taïwan. Voilà. Et donc, on va partir sur un autre espèce de... Moins joyeux. Moins joyeux, un peu plus problématique, une histoire de divorce. Donc, on va parler de Christopher Downs, qui est connu à Taïwan sous le nom de Xia Like. Enfin, ils sont célèbres parce que sa femme est aussi dans le divertissement, en fait. Et donc, lui à la base, il est diplômé programmation, émission pour les enfants et ce genre de choses au Canada. C'est un Canadien. Et il est arrivé à Taïwan à peu près en 1996 pour faire ce genre de travail, en fait. Et donc... en 2001, il a joué le rôle principal dans un film qui s'appelle An Ocean Too Deep, Shenzhen Taiping. Et il a également produit des programmes d'enseignement de l'anglais et d'autres émissions de variété. Moi, on essaie de faire comprendre un peu qui est le personnage. Et ensuite, il a fait aussi une autre émission pour enfants qui s'appelle Aolin Pike sur AKTV. Une émission pour vraiment de divertissement pour les enfants, pour apprendre en même temps la langue Aka. D'accord. Voilà. Ça lui a permis d'avoir un Golden Bell Award pour ça en 2017. Et donc c'est en 2005 qu'il rencontre Phoebe Huang sur un tournage. Et ils se sont quasiment mariés peu de temps après, quelques mois après, puisque en septembre 2006, ils se mariaient au Canada, à Québec. Christopher Downs est bilingue français-anglais. Et il parle aussi couramment mandarin, ce qui fait aussi beaucoup sa notoriété à Taïwan. Donc, et ensuite, ils ont une fille en décembre 2009, qui s'appelle Summer, et ensuite, ils font pas mal d'émissions entre père et fille, notamment en Chine, pour la Hunan TV, qui s'appelle Baba Tunar. Et il y a aussi... donc c'est connu, ces programmes et tout ça, voilà, c'est plein de à programmes. Taïwan. C'est quelque chose qui se passe en Asie. C'est pas uniquement le monde chinois qui produit ce genre d'émission. C'est un père qui emmène son enfant sur un plateau, enfin dans la vie. C'est une sorte de télé-réalité en fait. Ouais, c'est une télé-réalité. Voilà. Pour faire quoi? Je sais pas. Pour visiter la ville, c'est ça? Je sais pas. J'ai pas D'accord. vu. Je sais qu'ils sont plusieurs pères et filles ensemble. Ils voyagent peut-être. Il y a plusieurs saisons. Hein, donc Ouais. là, c'était la 3e saison en l'occurrence. On voit un petit peu une bifurcation à ce moment-là, en tout cas plus vers la Chine du père. Donc c'est en 2018, il commence déjà à prononcer plus de choses sur Weibo en faveur notamment de Meng Wanzhou. Il critique le gouvernement canadien d'avoir arrêté, si vous ne connaissez pas Meng Wanzhou, c'est la directrice de Huawei. Toute l'affaire Huawei, il était très anti-Canada à l'époque, et s'est excusé même auprès des Chinois sur son Weibo pour faire bonne figure. Donc là, déjà, il y a déjà quelques affaires avec lui à cette époque-là qui ont fait pas mal de remue-ménage au niveau de l'Internet, notamment à Taïwan. Et en 2021, c'est là que l'histoire commence pour le divorce entre Phoebe Huang et Christopher Downs, avec une accusation de violence conjugale. Depuis, c'est un véritable feuilleton qui a commencé, trahison, retournement de situation, et même si la demande de divorce a commencé en 2021, ils ont continué à vivre ensemble encore pendant plusieurs mois, et il y a eu encore une affaire d'accusation de violence, avec cette fois-ci un constat à l'hôpital au Canada en 2023, même malgré qu'ils aient annoncé officiellement leur séparation et leur divorce en 2022. Depuis, de son côté, Christopher Downs accuse Phoebe Huang d'avoir fait un enlèvement d'enfant. Elle est revenue avec sa fille à Taïwan. Ah, parce qu'il vivait au Canada, c'est voilà. ça?
Il était donc à Taïwan depuis quelques mois. Il s'est fait, entre-temps, il a eu une opération d'une tumeur dans le dos, je crois, près de la moelle épinière, qui a été trouvée suite à des douleurs. Et donc voilà, bon, il y a eu plein d'épisodes comme ça. Les médias taïwanais en parlent tout le temps. Hein. Je sais pas si tu t'en as déjà vu des Je choses suis passer, pas en mais- fait. Les médias people alors, parce que j'ai jamais vu Oui, ce oui. type d'article sur RTI. Non, bah non, c'est pas ce genre d'information. Là, c'est vraiment très local et c'est justement c'est un peu du people. De l'autre côté, les deux disent qu'ils ont pas d'argent et chacun s'accuse un peu l'un l'autre de cacher de l'argent aux deux tribunaux parce que c'est un double procès de divorce qui est actuellement en cours, hein, puisqu'ils sont mariés à la fois au Canada et à la fois à Taïwan. Christopher dit que sa femme a caché 200 millions de dollars taïwanais au Canada, ce qui vaut à peu près 5,7 millions d'euros, hein, pour ceux qui se donneraient pas. C'est quand même pas mal d'argent. Et de l'autre côté, sa femme disait qu'il cachait la possession, que Christopher Dance cachait la possession de deux appartements au Canada également. Comment on peut cacher des Oui. appartements? Bah, au regard du fils, si tu Sans les déclares pas, déclarer. si tu ne les déclares pas, tu les Mais je caches. pense que ce qui m'intéresse plus, c'est la fille, en fait, qui a double nationalité, du coup, je suppose. Mais Et- voilà, et c'est là où on en vient un petit peu. La plupart des médias ne s'intéressent pas trop à ça, puisque au final, la fille reste avec la mère. Et dans les cas de divorce, et c'est là où on va venir, Taïwan n'a pas signé la convention de la Haye, et qui permet en fait justement de comment dire, qu'un cas dans un pays puisse être reporté à un autre pays et que la garde des enfants soit qu'un jugement du pays A soit reporté à Taïwan. En fait. Du coup, ça veut dire que dans les deux pays, il faut avoir des procès sur la garde d'enfants. Comment ça se passe, en fait? En fait, il faut une convention, il faut la convention de l'A, il faut que les pays aient signé une convention. Oui, du C'est coup, un mais peu pour comme les ce cas, criminels. mais du coup, pour ce cas, en fait, il faudrait, s'il obtient le droit de garde à Taïwan, il faut qu'il retourne au Canada pour demander la même chose, ou c'est inverse? Je sais pas. Alors, à Taïwan, justement, comme c'est fermé au reste du monde, ils font un peu ce qu'ils veulent. Et souvent, la garde de l'enfant est préférée à la mère principalement. Plus souvent attribué à la mère. Mère ou aux parents taïwanais, mais c'est souvent la mère même, puisque j'ai vu d'autres cas, je regardais un petit peu en cherchant d'autres cas Mariage d'enlèvement mixte. d'enfants. Mm. Et une fois, la mère est rentrée avec l'enfant à Taïwan, et le père n'avait aucun droit alors qu'il était taïwanais aussi. Donc il y a pas mal d'histoires comme ça, avec des parents binationaux, etc. Et donc les parents étrangers sont encore plus démunis face à ça. Et voilà, je voulais aussi un peu parler de ça parce que c'est pas les premiers cas. Il y a aussi des Français qui ont été confrontés à ça. Et on entend souvent parler du Japon dans ce domaine-là, mais ouais, Taïwan est aussi un peu sujette à cette isolation juridique par rapport aux conventions à la convention de la Haye, qui fait foi par rapport aux enlèvements d'enfants et aux gardes partagées, etc. Enfin, de toute manière, s'il y a des cas de violence conjugale, c'est quand même rare que les tribunaux, que le tribunal donne la garde à la personne qui a commis des violences. Alors, justement, pour finir sur là-dessus, donc il était encore là il y a quelques semaines. Il y a eu un jugement qui a été prononcé au Canada en 2023. Taïwan n'a pas encore prononcé le jugement de divorce à cause notamment du Covid. Donc voilà, affaire à suivre. Mais bon, pour l'instant, là, il repart au Canada sans avoir vraiment trop de solutions dans cette affaire. Donc affaire à suivre. Et puis bonheur pour la fille surtout. En fait. Bah oui, mais après pour la fille, je pense que les parents ont l'air quand même d'essayer de l'éloigner et de l'écarter un petit peu de toutes les affaires publiques. Donc les médias en parlent pas trop. Okay. Voilà. Non, au moins elle est protégée, quoi. On l'espère en tout cas. Voilà, en tout cas, c'est la fin de cette émission aujourd'hui. Vous étiez en compagnie de Valentin Floquet. Mégouin. Elisa Dufaux. Merci. Au revoir.